Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'Italie de Matteo Salvini, laboratoire du populisme européen. On en parle avec notre invitée, la journaliste politique Anna Bonalume, auteure de Un mois avec un populiste aux éditions Pauvert, collaboratrice aujourd'hui à l'hebdomadaire français Le Point, à l'Espresso italien, au Guardian britannique. Anna Bonalume a enquêté sur les méthodes de l'ancien homme fort du gouvernement, ancien ministre de l'Intérieur, le chef de la Ligue du Nord, qu'elle a suivi en 2020 lors de la campagne des régionales où il briguait l'Émilie-Romagne. Assister à chacune de ses interventions, écouter chacune de ses allocutions jusqu'à la saturation, écrit-elle. Comment Matteo Salvini, surnommé le capitaine, en est-il arrivé là et que représente-t-il? Bonjour Anna Bonalume, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui autour de cette grande table des idées. 2014, l'élection de Matteo Renzi à la tête du Conseil avec la gauche libérale du Parti démocrate précède celle en France d'Emmanuel Macron. Berlusconi, vous l'écrivez, lui, a préfiguré Donald Trump. Puis ont surgi sur la scène politique italienne et européenne Beppe Grillo et Matteo Salvini. En quoi sont-ils, l'un et l'autre, deux figures, deux précurseurs de ce qui va suivre à vos yeux aujourd'hui, Anna Bonalume? Donc oui, effectivement, donc l'Italie est considérée comme un laboratoire, tel un laboratoire politique pour le monde, c'est-à-dire qu'il y a eu des figures et des mouvements qui ont été ensuite, qui ont inspiré des modèles politiques dans d'autres pays. Donc, notamment Grillo avec le mouvement 5 étoiles, un mouvement qui est né sur la toile et donc qui avait, qui était innovant justement parce qu'il avait proposé une démocratie numérique. C'est un mouvement très récent. Et de l'autre côté, il y a un Matteo Salvini, le représentant d'un populisme qui a su mixer l'aspect numérique et l'aspect de la présence sur le territoire. Donc, disons que ceci peut être considéré une évolution, c'est-à-dire une autre version du populisme par rapport au mouvement 5 étoiles. Et aujourd'hui, ces modèles inspirent clairement l'attitude et la communication politique d'autres partis populistes en Europe, et notamment le parti le Rassemblement national, tout comme Éric Zemmour. En fait, si vous regardez aujourd'hui, il y a un style en fait politique populiste très inspiré par les innovations politiques introduite par Matteo Salvini et la Ligue ces 10 dernières années, en fait. Alors, vous le discutez tout au long de cet ouvrage aussi, ce terme de populisme et de populiste. Vous donnez à votre ouvrage ce titre, ce mot, Un mois avec un populiste. Mais pour revenir d'abord sur la figure de Matteo Salvini, comprendre d'où il vient, comment il a su s'imposer, quel est son style, sa marque de fabrique et sa stratégie aussi. On va peut-être refaire un peu avec vous rapidement le parcours de cet homme et commencer par le vôtre, parce que vous êtes originaire du nord de l'Italie, de Bergame, une ville qui est située près de Milan, en Lombardie. C'est juste à côté, à Pontida, que se réunit la Ligue du Nord. Ce territoire de la Ligue, ce bastion, vous le connaissez bien. Oui. Qu'est-ce qui le caractérise ? Alors, il faut rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, Bergame est une ville à 1 heure de route de Milan. On a beaucoup entendu son nom il y a 2 ans parce que la ville était l'épicentre du virus de la pandémie. C'est à Bergame qu'en Italie, tout a commencé. Exactement. Et donc, Bergame est connue pour être une ville, disons, industrielle, et se trouve dans une région très fortement industrielle, qui est la Lombardie. Et le mouvement, en fait, la Ligue, en tant que parti politique, est née il y a une trentaine d'années en Lombardie. Et ce n'est pas un hasard parce que justement, en fait, ces partis est né en tant que parti autonomiste, en tant que parti revendiquant une autonomie du nord de l'Italie par rapport au sud. Donc il y a une image du nord de l'Italie, une image que le nord d'Italie porte sur lui-même, qui est une image du moteur économique du pays.
Et donc ce qui se passe, c'est un territoire, justement, c'est une province, connotée d'un point de vue religieux assez catholique, où par exemple, je vous porte un exemple, c'est assez parlant le fait qu'après la guerre, la région de Bergame a promis à la Vierge, pendant la guerre, ils ont demandé à la Vierge de ne pas être bombardés, et en échange de quoi ils ont prévu de ne pas construire des lieux de débauche, en fait, comme on dit en français, des lieux de divertissement, en gros de boîtes de nuit, sur le territoire de Bergame. Donc il y a quand même un lien, disons, traditionnel avec la religion, puis il y a un côté très, très fortement industriel, économique. Donc tout ça fait que, dans ce contexte, il a été construit un mythe, le mythe de la Ligue de Pontida, c'est-à-dire le mythe fondateur du parti. C'est le fondateur du parti qui est Umberto Bossi, qui est une figure qu'on pourrait parfois, dont le rapport avec Matteo Salvini peut être comparé à celui entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il y a en fait, il y a comme une sorte de filiation, et en même temps, il y a une lutte qui est, comment dire, menée contre le fondateur, contre le père du parti. Le fondateur a créé ce mythe autour du territoire de Pontida, où il se serait passé, où Alberto da Giussano, ce guerrier, aurait, défendu des étrangers. La Ligue aurait formé une ligue, la Ligue lombarde, pour défendre les territoires des étrangers. Donc, en gros, Alberto Giussano est une figure mythique du mouvement, du parti. Et donc, les origines du parti sont assez, profanes. Enfin, ils n'ont rien de sacré. C'est-à-dire qu'il y a cette figure historique, et en même temps, il y a l'image du Pô. C'est-à-dire ce fleuve qui traverse la plaine du Pô, qui est considéré comme un élément sacré dans le cadre du parti. Et justement, il y avait des rituels annuels qui se déroulaient au fleuve Pô, et qui permettaient, disons, de réunir, de rassembler, de donner une identité claire au parti. C'est-à-dire, c'était un parti du Nord qui avait des racines historiques. Et donc, voilà. Donc, au début, c'était un parti qui n'était pas rattaché à la religion tout court, en fait. Alors, en tout cas, c'est un parti aussi qui a bien grandi avec un coup d'accélérateur dans ces 10 dernières années. Entre 1998 et 2004, Matteo Salvini est secrétaire provincial de la Ligue du Nord à Milan. Entre 2004 et 2006, il va devenir eurodéputé avant de devenir le chef de groupe de la Ligue du Nord au conseil municipal de Milan. 2008, il est élu député, puis il va rapidement revenir au Parlement européen où il va siéger jusqu'à 2018. Il va être ensuite secrétaire de la Ligue lombarde, il va gagner des élections, devenir secrétaire fédéral de la Ligue, et vous faites vraiment sa connaissance en 2014. En tout cas, c'est la première fois que vous entendez parler de lui. Vous travaillez alors pour une émission politique de la RAI, et il va se faire remarquer aussi Matteo Salvini assez rapidement. C'est un bon client, c'est très vite quelqu'un qui s'impose comme une figure médiatique, qui a cette capacité, vous diriez, Anna Bonaloumé, à prendre la lumière. C'est aussi ça qui va lui permettre de s'imposer au sein de son parti. Absolument, oui. Donc, moi, j'ai appris son existence au moment où j'ai travaillé pour ces talk shows italiens politiques diffusés sur Rai 3. Et je me souviens parfaitement qu'il y avait une sorte de lutte entre les rédactions pour avoir Matteo Salvini, parce qu'il était, comme vous venez de le dire, un très bon client, c'est-à-dire qu'il assurait une audience régulière
très fort. Ceci, évidemment, a permis, ce qui a donné ensuite la possibilité à Matteo Salvini de disons, siéger toutes les émissions télévisées, mais en même temps, c'est que Matteo Salvini a compris à ces moments-là, c'est-à-dire au moment où il savait que pour être invité sur les plateaux, il fallait quand même être très, très agressif, avoir des formules retentissantes qui devaient en fait faire mouche auprès du public. Enfin, alors, ce qui a compris, c'est que Matteo Salvini a compris en tant que journaliste lui-même, parce qu'il faut rappeler une chose. Alors, Matteo Salvini a travaillé comme journaliste à la Radio Padania, donc à la radio du parti, pendant longtemps. Et c'est la profession qu'il souhaitait exercer depuis qu'il était tout petit, en fait. Et son rêve était de devenir journaliste sportif. Et en fait, si on regarde bien les personnalités populistes qui ont émergé dans le paysage politique européen et français, il faut rappeler qu'Éric Zemmour est un journaliste. Il faut rappeler que Boris Johnson est un journaliste. Il faut rappeler que Jean-Luc Mélenchon est un journaliste et Matteo Salvini aussi. Donc il y a quand même une capacité à comprendre. En fait, pourquoi je dis ça ? Parce que en fait, le fait de pouvoir capitaliser les plateaux télévisés naît aussi d'une capacité communicative et journalistique d'entrer en contact avec des inconnus immédiatement, de manière intuitive, instinctive. Donc, il y a un savoir communiquer, un savoir entrer en relation avec un lectorat potentiel, avec des citoyens, avec tout le monde en fait. C'est-à-dire que Matteo Salvini peut être il est capable d'entrer en contact avec un chef politique, avec un diplomate, avec un ouvrier, avec différentes personnalités et catégories professionnelles. Mais du coup, les médias vont être ses alliés. Ils ont en partie, vous diriez aujourd'hui, fabriqué Matteo Salvini. Et est-ce qu'à un moment, ça s'est retourné contre eux ? Donc, oui, c'est-à-dire que comme en France, moi je vois un peu un parallèle entre la France d'aujourd'hui, entre la France de la campagne présidentielle et l'Italie de la campagne présidentielle pour les élections de 2018. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que Matteo Salvini, avant les élections de 2018, était présent tous les jours, tous les heures, sur presque toutes les chaînes, en fait. Et ce que je remarque aussi aujourd'hui en France, c'est que Éric Zemmour, tout comme Marine Le Pen, arrivent quand même à être des très bons clients. Elles sont des très bons clients pour les médias. Et donc, ils arrivent à capitaliser le ton médiatique, en fait. Donc, c'est-à-dire que leurs propositions, leurs idées, leurs interventions provoquent justement de l'audience. Et donc, voilà, évidemment, même si ce ne sont pas eux qui sont directement invités, en tout cas, ils imposent des thèmes dans la campagne. Ils imposent une agenda médiatique, en fait. Oui, et vous disiez ses origines, vous faisiez ce lien entre Éric Zemmour, Matteo Salvini, Boris Johnson, journalistes à l'origine, donc ils connaissent aussi les codes médiatiques et qui peuvent aussi décider de retourner ces codes-là contre la profession elle-même. On entendait Éric Zemmour en début de semaine encore se prononcer pour une éventuelle suppression de la redevance et privatisation de l'audiovisuel public, ou en tout cas d'une partie de l'audiovisuel public. Et c'est le cas aussi au Royaume-Uni de Boris Johnson. On l'écoute à propos de sa décision ou son désir de couper les vivres éventuellement de la BBC. Boris Johnson knows there is no defending this, so he's opted to distract. Boris Johnson sait que c'est indéfendable. Donc il a choisi de faire diversion en attirant l'attention vers une autre institution britannique, la BBC, en gelant le montant de sa redevance. La BIB, comme l'appellent les Britanniques, est un diffuseur public, ce qui n'est pas la même chose qu'un diffuseur national. Les médias nationaux sont payés directement par le gouvernement. Au Royaume-Uni, tous les foyers utilisant les services de la BBC, télévisés ou en ligne, payent une redevance annuelle de 159 livres,
soit $215 américains. The government's decision to freeze the license La décision du and put the gouvernement de BBC's geler le montant de la future funding, redevance quote, et de soumettre la up for future redevance discussion, à la discussion unquote, affecte une affects a organisation news médiatique organization that que les conservateurs constantly comme Boris accuse of Johnson leaning accusent editorially constamment to de the pencher à left. gauche. Financièrement, ça serait désastreux pour la BBC. La gelée déjà annoncée va être très dommageable. Ça représente une baisse tarifaire de 2 milliards de livres, donc des services vont devoir être supprimés et une partie de la couverture médiatique va être éliminée. Je ne suis pas contre le débat du financement de la BBC, mais c'est un débat de mauvaise foi de la part du parti Tory. Voilà, extrait d'un reportage de janvier cette année de Al Jazeera autour de ce projet de Boris Johnson concernant la BBC. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer en Italie ou jamais, dites-vous, Matteo Salvini ne se retournerait contre les médias qui l'ont en partie fait? C'est clair, en fait, alors, à la différence de Silvio Berlusconi qui détenait lui-même des médias, en fait, et donc qui a été élu en partie grâce aussi à une stratégie de communication bien huilée et qui a été gagnante au final, grâce aux émissions télévisées qui ont été promues dans le contexte médiatique italien. Et Matteo Salvini ne détient pas de médias, à différence de Berlusconi, mais il a quand même la sympathie, il reproduit la sympathie de certains médias, malgré le fait que lui-même, un peu comme Éric Zemmour, il s'est plaint du fait d'avoir tous les journalistes contre lui. C'est toujours la cible, ce sont les journalistes. Donc c'est assez intéressant de voir qu'un ex-journaliste soit si agressif à l'égard des journalistes de son catégorie professionnelle précédente. Et donc oui, effectivement, il y a comme une sorte de provocation de la haine à l'égard du corps médiatique des journalistes. Et ça, c'est un geste populiste pour vous? C'est absolument un geste populiste à l'égard des institutions, de tout ce qui représente une sorte d'institution et aussi de médiation du pouvoir, en fait. Parce que, évidemment, les discours populistes de Matteo Salvini, tout comme les discours de Marine Le Pen et Éric Zemmour aujourd'hui, essaient de montrer l'inutilité du corps de médiation entre le pouvoir, donc le représentant du pouvoir, et le peuple. Donc le journaliste, évidemment, il mène un travail d'analyse et de critique à l'égard souvent de politique du pouvoir. Et c'est très évidemment, c'est très embêtant pour des figures qui essaient de dématérialiser tout rapport et aussi d'enlever toute médiation entre eux et le peuple. Voilà, de créer ce lien direct entre eux-mêmes et le peuple. Et pour ce faire, vous le racontez bien, Anna Bonaloumé, dans ce livre, Un mois avec un populiste, Matteo Salvini est un homme politique qui engage réellement son corps à lui. C'est un animal social et sociable, irrésistible. Ça, c'est pas vous qui l'écrivez. C'est Aurora Lusana, une militante de la Ligue et journaliste, qui le dit de lui. Elle a cette formule qui est quand même assez parlante. Elle dit « Il se donne lui-même, il se donne à manger à ses électeurs ». Absolument, oui. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'aurais observé, ce que j'ai pu observer grâce à ces périples dans un contexte, dans un monde qui ne m'appartient pas du tout, c'est justement le rôle du corps. L'importance du corps pour l'homme politique et populiste, en fait. C'est-à-dire que dans le cas de Salvini, le corps est un outil politique essentiel. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le choix vestimentaire. Donc, à chaque réunion, chaque meeting comporte un look différent, en fait. C'est-à-dire que si Matteo Salvini se rend en Emilia-Romagna, une région connue pour être de tradition, disons, démocrate et de gauche, disons, il portera un pull, un roulet clair pour signifier sa proximité avec une certaine idée de la gauche. Et donc, il portera des lunettes, même s'il n'en a pas besoin réellement. Et donc, il y a un côté, son corps devient un outil de propagande. Et même lorsqu'il se rend en visite, il va visiter les carabiniers, les gendarmes, tout ça, il porte des uniformes du corps professionnel des policiers. Et de l'autre côté, il y a aussi son instinct.
c'est-à-dire qu'il a une sorte d'instinct à l'égard du peuple, c'est-à-dire il se jette dans le bras du peuple réellement, c'est-à-dire lorsqu'il il assure le rituel des selfies, notamment, il se retrouve, il peut passer 1 heure et demie pour garantir un selfie à tous les participants de ces meetings. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre lui et les militants. Et donc, il les embrasse, il les touche, il se prend en selfie. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, les citoyens, enfin les militants étaient très éduqués, normalement en Italie, c'est souvent très chaotique, c'est-à-dire il y a pas de... il lui arrive jamais rien, en fait, c'est ça. Oui, ça lui arrive jamais rien. Et c'est intéressant parce que vous racontez qu'il vient aussi de cette Italie du Nord, cette terre catholique, et il y a quelque chose d'assez christique presque dans sa démarche telle que vous le racontez. Ceci est mon corps. Et il donne son corps, il offre son corps aussi au peuple dans sa manière aussi d'agir dans ces moments-là, avec ses bains de foule et cette relation directe qu'il met en place. Absolument, oui. Ce que j'ai remarqué, par exemple, ce qui m'a donné à penser, c'était la relation physique entre les militants et Matteo Salvini au moment du selfie, c'est-à-dire que j'avais l'impression de voir le pape en train de faire des câlins aux fidèles. Et en plus, moi j'ai remarqué, j'ai discuté avec plusieurs militants qui disaient, qui allaient le voir pour lui remettre leurs préoccupations, leurs problèmes, exactement comme des fidèles à l'égard du pape. En fait, ils vont le voir pour demander de prier pour eux. Et c'était un peu la même relation c'était une sorte de religion, en fait. Oui, en fait, la communauté politique créée par un populiste a quelque chose de religieux, c'est-à-dire dans cette relation directe aux représentants politiques. Est-ce que vous faites, vous, un lien entre cette forme de populisme à l'italienne et le fascisme ? C'est une question qui a été aussi posée à Antonio Scurati, le romancier, l'auteur de M comme Mussolini. Lui, il prend un peu ses distances avec cette comparaison, avec ce lien qui a pu être fait entre populisme et fascisme, cette corrélation-là. Oui, alors moi je ne pense pas que notamment le parti de la Ligue soit un parti essentiellement et idéologiquement fasciste, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a différents courants dans le parti et Matteo Salvini, d'après l'expérience que j'ai faite, il peut être fasciste, communiste, il peut être homosexuel, hétérosexuel, il peut être tout et rien en même temps. Il est un caméléon. Il devient tout ce tout ce qu'il rencontre doit servir ses ambitions. Donc, il n'y a pas d'idéologie à la base du parti. Et ça a été aussi la raison de son succès, en fait. C'est-à-dire il s'adapte, il est élastique, en fait, il est flexible par rapport à toute idéologie. Et donc, je pense qu'il n'y a pas cette composante aujourd'hui. En plus, il faut rappeler que certains personnages fondateurs du parti faisaient en fait référence à une tradition partisane, donc de lutte antifasciste. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a eu d'autres courants beaucoup plus orientés à l'extrême droite, et donc on pourrait dire avec des tendances fascistes. Mais ce que je trouve très intéressant chez Matteo Salvini, c'est sa capacité, comme Benito Mussolini, de sentir d'un point de vue charnel, sensoriel, son public. Et si je peux j'aimerais bien pouvoir lire un extrait de Scurati qui décrit la relation entre Mussolini et son public, son peuple. Et donc c'est Mussolini qui parle et dit « Je vois tout cela avec clarté dans ces parterres de fous et de malheureux, mais je n'ai rien à dire. Nous sommes un peuple de rescapés, une humanité de survivants, de restes. Une sensation semblable à l'extase d'épileptique nous a secoués. Les nuits du massacre, quand nous étions blottis dans le cratère. Nos discours sont brefs, laconiques, affirmatifs, hachés. Nous proférons par rafale des idées que nous n'avons pas.
pourraient tomber aussitôt dans le mutisme, tels des fantômes sans sépulture qui ont abandonné leurs paroles à l'arrière. Et pourtant, ces gens-là seuls forment mon peuple. Je le sais bien. Moi qui suis le marginal par excellence, le protecteur des démobilisés, l'égaré cherchant sa route. Malgré tout, nous sommes à la tête d'une entreprise et il est nécessaire de la faire tourner. Ouais, ça, c'est une rhétorique que vous retrouvez chez Matteo Salvini. Vous semblez dire, Anna Bonaloumé, les ponts possibles. C'est le politiste Marc Lazare qui dit aussi que pour lui, la seule composante commune entre les deux, éventuellement, c'est une forme ou une sorte d'antiparlementarisme que connaissent beaucoup de pays, pas simplement l'Italie, mais aussi la France, à travers la voix de certains de leurs représentants. Alors voilà pour cet extrait de Antonio Scurati, l'auteur de cette œuvre monumentale, M, sur la figure et l'histoire de Mussolini en Italie. Si on avance dans cette rhétorique que vous avez évoquée, celle de Matteo Salvini, il sait trouver des phrases qui accrochent l'opinion. Je suis enragé comme un bison, stop frenzy, les immigrés chez eux, les juges trop laxistes, les juges de gauche, vous le racontez. Salvini, c'est l'homme qui sait dire basta, basta à l'accueil des migrants envers et contre tout, et surtout envers et contre l'Europe. 2019, Matteo Salvini. Personne ne débarquera en Italie à moins que Bruxelles, Amsterdam ou Berlin prennent en charge les migrants. Ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles que l'Italie soit traitée comme un pays de seconde zone par les organismes internationaux et certains pays européens. Ça suffit. L'équipage du bateau Sea-Watch est un équipage hors la loi qui séquestre 42 migrants depuis plus de 2 semaines pour un jeu politique médiocre. Ils se fichent de sauver des vies. Ils se fichent de la santé des enfants. Ils veulent juste mener une bataille politique en se servant de la détresse des migrants. Voilà, ça c'est Matteo Salvini face caméra aussi, on l'entend avec cette capacité à être extrêmement énervé, très virulent, à dénoncer cette Europe, Bruxelles, cette élite qui ne comprend pas le quotidien des Italiens et la crise migratoire qui est en jeu ici. Après, sur cette rhétorique-là, vous diriez que pour vous, Matteo Salvini est un populiste. Comment vous définissez ce terme de populiste ? Alors, justement, la définition, une définition univoque du terme populiste n'existe pas. Et il y a tant d'études, d'analystes qui ont proposé des perspectives, des interprétations du phénomène. Mais ce qui m'a frappée, justement, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mener cette enquête, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les idées un peu plus claires par rapport à certains enjeux, certains aspects qui reviennent dans différents pays pour ce qui est de forces populistes. Mais il n'y a pas une définition. C'est-à-dire que il y a souvent une tendance de la part de ces analystes d'être un peu distant. Enfin, je trouve qu'il y a, et c'est la raison pour laquelle je me suis immergée dans le phénomène, c'est qu'il y a une sorte de distance théorique à l'égard du phénomène qui théorise et qui juge d'une certaine manière l'attitude des personnes qui décident de voter pour des partis populistes. C'est pour cette raison que j'ai voulu m'immerger, vivre à côté du phénomène, parce que je pense qu'il y a trop de distance souvent entre, d'un côté, même les critiques à l'égard des populistes et les études et les critiques à l'égard du populisme. De l'autre côté, ce travail m'a permis d'observer de tout près l'alternative possible. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité autre que le populisme. C'est-à-dire, on se demande toujours s'il faut agir ou réagir au populisme d'une manière populiste. C'est-à-dire, il y a la seule manière de réagir, c'est ça. En fait, non. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer un mouvement citoyen qui est de jeunes, de quatre jeunes, en fait, appelés les Sardines, qui ont réussi à battre le populiste Matteo Salvini en Emilia-Romagna.
C'est-à-dire ils ont proposé un contre-discours qui justement niait tous les aspects populistes et qui faisait appel à un débat respectueux et ce n'était pas une rhétorique qui était refusée par l'électorat, mais au contraire, ça a mobilisé. En fait, les Sardines, c'est un groupe de 4 jeunes trentenaires, des colocataires, des universitaires, qui ont décidé de rassembler les gens et simplement être là pour dire non à la rhétorique populiste. Et ils ont proposé, par exemple, aux hommes politiques de ne communiquer que par des voies institutionnelles, donc d'oublier de ne plus faire appel aux réseaux sociaux. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs aujourd'hui en Italie, parce que Mario Draghi, il n'a pas d'account de réseaux sociaux, il ne communique pas par les réseaux sociaux. Donc c'est une tentative de proposer un autre modèle de politique, un autre modèle de gouvernance de style politique, un autre style politique. Parce que c'est intéressant quand vous avez posé aussi la question à Matteo Salvini durant un voyage de presse, une interview réalisée en janvier 2020. Vous lui demandez est-ce qu'il croit quand même en la politique. Il y a ce discours anti-système, mais est-ce qu'il y croit? Il vous répond c'est la seule façon de changer les choses, c'est la voie institutionnelle. Ensuite, il y a l'entreprise. C'est la deuxième voie qu'il peut voir pour faire bouger le pays. Il nous reste très peu de temps juste pour voir et comprendre s'il a aussi, pour vous, à la tête du ministère de l'Intérieur, où il a été, tenu ses promesses. Est-ce que c'est un homme qui fait ce qu'il dit, Matteo Salvini? Alors, il y a d'un côté, au ministère de l'Intérieur, effectivement, il a réalisé des réformes pour empêcher d'obtenir l'obtention du droit d'asile aux migrants qui débarquaient en Italie. Et donc, effectivement, il a aussi coupé les financements pour la gestion des migrants. Il y avait un système qui marchait, qui s'appelait le système de SPRAR, effectivement, qui a été modifié. Ensuite, il y a une autre question. L'objectif de la Ligue, depuis toujours, est l'indépendance du Nord par rapport au sud de l'Italie. Et encore aujourd'hui, il y a une forme de revendication autonomiste, et pourtant, à 30 ans après la naissance du parti, ces promesses n'ont pas été réalisées. Donc, d'une certaine manière, il y a un décalage entre les promesses et les réalisations. Il y a un autre aspect à considérer. La proposition économique de la Ligue était la flat tax, c'est-à-dire un impôt à taux unique pour tout le monde, et ça n'a pas été réalisé par le gouvernement de la Ligue au moment en 2018 et 2019. Ouais, et la conversion n'est pas totalement terminée. Il continue à être sur la scène, au centre de la scène politique italienne, sur sa stratégie. Vous racontez bien dans le livre, et c'est passionnant, comment, après avoir conquis le Nord, Salvini est parti à la conquête du centre et du sud de l'Italie, avec ce maillage très important du territoire, et une Ligue qui va chercher à se rendre visible partout dans le pays, au niveau national et local. Merci beaucoup à vous, Anna Bonaloumé, d'avoir été avec nous à l'occasion de la parution de ce livre, Un mois avec un populiste, qui paraît chez Pauvert. Merci. Merci à vous. Grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez et Marie Fraboulet pour La Grande Table des idées aujourd'hui, à Henri Leblanc avec Anouk Delfino pour cette Grande Table Culture avec Ai Weiwei que je vous invite à réécouter. Merci à Florent Bujon à la technique et à Thomas Beau à la réalisation.